Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ces assemblées de consultation publique. Avec moi, Madame Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Alors, pour la première assemblée de consultation publique, je vous laisse la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous présente un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-moi, pour l'immeuble situé au 365 de la rue Tachereau-Est. Donc, l'immeuble du 365 rue Tachereau-Est est situé sur le lot 2 810 285 au cadastre du Québec. Le projet consiste à agrandir un bâtiment résidentiel de haute densité existant afin d'y aménager 2 logements additionnels, ce qui va porter le total d'unités dans le bâtiment à 16. Le terrain visé est situé dans la zone 2165 que l'on voit ici en jaune à l'écran. Et dans cette zone-là, le maximum de logements permis présentement dans un bâtiment résidentiel est fixé à 14. Donc, au niveau des travaux qui sont projetés pour l'agrandissement, en fait, ça serait l'ajout de 2 logements du côté est du bâtiment qui seraient situés là, au niveau du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc, c'est ce qu'on voit là à l'écran. C'est la partie qui est en blanc là, sur le dessin en grisé. Et ça serait situé là, derrière l'abri d'auto. Donc, ici, on voit une autre vue là, en plan. Donc, la rue se situe là, vers le haut là, de la présentation et l'agrandissement se fait plutôt vers l'arrière du bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée et au niveau de l'étage. Il y avait déjà une partie sous-sol qui était déjà aménagée en logement. Donc, ici, on voit là, présentement l'endroit où va être fait l'agrandissement. Donc, c'est vraiment là où on voit que la terrasse actuelle, là, il y a une petite terrasse au sol. Donc, le logement va être bien sûr plus grand que ça, là, mais c'est pour situer l'endroit approximatif là, où va se faire l'agrandissement, qui sera donc au niveau du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc, ça, c'est la vue présentement là, de ce qu'on voit à l'arrière du bâtiment, parce qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits dans le passé. Donc, il y a déjà des logements qui se retrouvent au niveau du sous-sol. Et vraiment, l'agrandissement, là, si on regarde, là, on est comme dans la ruelle. Donc, c'est vraiment, ça va être situé là, à gauche de l'écran, où est-ce qu'il y a une terrasse, là, qu'on voit le garde-corps. Donc, c'est à cet endroit-là que va être situé l'agrandissement. Ici, on a une vue d'avant projetée avec une modélisation là, de ce que pourrait avoir l'air là, de la façade de l'agrandissement. Donc, l'agrandissement se trouve à l'arrière. Vous voyez là à l'avant, il y a une galerie, pas une galerie, un garde-corps avec un mur d'intimité. Fait que ça serait à l'arrière de ça que serait situé là, l'agrandissement. Donc, au niveau des éléments qui sont non conformes au règlement d'urbanisme, nous avons le nombre de logements qui est à 16 au lieu de 14, la marge de recul latérale est du bâtiment qui serait maintenant à 15 cm au lieu de 90 cm, la marge de recul arrière qui serait à 4 mètres au lieu de 6 mètres. Le nombre de cases de stationnement serait de 11 au lieu du total de 17. Normalement, on doit compter 1,1 case par logement. Par contre, il faut dire que là, on est situé dans le secteur du centre-ville et que c'est plutôt une clientèle qui n'a pas besoin d'automobile qui loue les logements dans cet immeuble-là. Les autres normes du règlement sont respectées. Si jamais il y avait d'autres objets qui seraient dérogatoires, bien, le propriétaire devra déposer une nouvelle demande pour ces éléments-là. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Donc, c'est ce qu'on voit là en couleur un peu saumon à l'écran. Le terrain, là, c'est le petit point en jaune qu'on voit. Au niveau de l'affectation, bien, les usages résidentiels de haute densité d'habitation, donc dès qu'on parle de 7 logements et plus, c'est une fonction dominante au niveau de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Le projet est donc conforme à notre plan d'urbanisme. Au niveau des critères que le Conseil doit prendre en considération quand il fait l'analyse, on a la compatibilité du milieu d'insertion. Donc, la zone est située dans un secteur qui est majoritairement résidentiel de faible et moyenne densité. Par contre, on retrouve déjà des immeubles de plus haute densité. Et on se trouve vraiment dans un milieu urbain dense, situé très, très près du centre-ville.
Au niveau de l'intégration architecturale, l'agrandissement se trouve à proximité des limites de l'eau, donc il devrait avoir une attention particulière là, au niveau de l'architecture pour l'intégration du bâtiment au niveau de la volumétrie, mais on voyait que ce n'est pas la totalité du bâtiment qui va être agrandi, c'est seulement une partie située à l'arrière. Donc, ça ne fera pas trop un gros volume, une grosse masse. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, il y avait déjà une terrasse qui était située au niveau du rez-de-chaussée, derrière l'abri d'auto. Maintenant, cette terrasse-là va être déplacée sur le dessus de l'abri d'auto. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure l'écran d'intimité qui va venir cacher cet espace-là. Et également, les espaces verts devant l'immeuble vont être maintenus. Il y a déjà 2 banquettes de verdure devant l'immeuble. Au niveau de l'organisation du projet dans l'environnement, c'est sûr qu'il y aurait de l'ajout d'ombre potentiel sur la propriété voisine. Par contre, il y a déjà un certain ombrage qui est fait de par la hauteur actuelle du bâtiment. Donc, il n'y aurait pas nécessairement d'effet qui serait amplifié. Surtout que l'agrandissement va être quand même au niveau du rez-de-chaussée de l'étage, mais pas du 2e étage. Au niveau de l'organisation fonctionnelle, les issues de secours vers l'avant et vers l'arrière du bâtiment sont prévues en respect du Code de construction du Québec. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs locataires qui n'ont pas de voiture, donc il y a de l'espace suffisant pour répondre aux besoins des locataires de l'immeuble. Au niveau des composantes socio-culturelles, il n'y a pas de critères qui s'appliquent à ce niveau-là. Au niveau du développement local et régional, bien c'est sûr que l'ajout de 2 unités de logement, ça permet de consolider notre parc de locatif au niveau du centre-ville. Et ça répond à nos besoins en matière de logement. Et la faisabilité du projet, le projet peut se réaliser facilement puisque le propriétaire, au niveau des investissements requis, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, au niveau de l'analyse, le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution pour autoriser le projet, ce qui permettrait, en fait, les éléments dérogatoires suivants, soit l'aménagement de 16 logements à l'intérieur du bâtiment, de fixer la marge de recul latéral S à 15 cm, de fixer la marge de recul arrière à 4 mètres, d'aménager 11 cases de stationnement pour la totalité des besoins de l'immeuble. Par contre, le Conseil a décidé d'assujettir l'autorisation à certaines conditions, soit le maintien des espaces végétalisés existants que l'on retrouve déjà en cours avant. Également, la marge arrière serait à 4 mètres pour la partie qui est agrandie, donc vraiment au niveau du rez-de-chaussée et de l'étage et non au niveau du sous-sol, parce qu'on ne veut pas que le bâtiment vienne se rapprocher de la ruelle. Donc, la marge pour le 4 mètres, c'est vraiment au niveau du rez-de-chaussée de l'étage. Et également, on demande un aménagement végétal de type vigne ou plante grimpante au niveau que ça soit aménagé du côté du mur latéral est de l'abri d'auto pour créer un petit peu plus de verdure. Donc, au niveau du calendrier d'adoption, le 10 février dernier a eu lieu l'adoption du premier projet de résolution. Le 19 février, les avis publics de consultation ont été affichés sur la propriété visée et dans le journal local. Ce soir, le 24 mars, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir ce soir l'adoption du second projet de résolution. Et le 2 avril aurait lieu les avis publics pour les personnes habiles à voter, puisque le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Pour une adoption finale des résolutions le 28 avril 2025, si tout va bien, et une entrée en vigueur le 6 juin 2025. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, on serait prêt à passer à la deuxième assemblée de consultation publique en lien avec une demande de PPC Moi pour le 2300 avenue La Rivière. Donc, le deuxième PPC Moi au 2300 avenue La Rivière affecte le lot 5 28 591 au cadastre du Québec. Le projet consiste en l'implantation d'une entreprise spécialisée dans les services professionnels et techniques en géosciences, incluant des bureaux, laboratoires, garages mécaniques et carotèques. Les activités de l'entreprise incluent également de l'entreposage extérieur de machinerie et d'équipements spécialisés. Donc, c'est une entreprise existante qui est déjà située à Rouyn-Noranda, mais qui veut se relocaliser
pour tout centraliser là, ces activités et avoir suffisamment d'espace là, pour tout faire leurs activités. Donc, présentement, le terrain visé se trouve à l'intérieur de 3 zones différentes. Donc, la zone 3091, qui est une zone qui est majoritairement là, résidentielle. Donc, on parle vraiment là, du secteur là, de la rue des Coteaux. Fait que la partie sud de la propriété qui se retrouve dans cette zone-là. Par la suite, la zone 50-51, c'est le secteur là, de la rue Larivière où il y a déjà plusieurs là, usages commerciaux lourds, en plus de l'habitation de faible densité qui est autorisée dans le secteur. Et finalement, la zone 50-57, qui est une zone de conservation là, qui est rattachée là, au secteur protégé du Marais-Fisc, mais c'est vraiment une petite partie là, de la propriété qui se trouve là, dans cette zone-là. Au niveau de l'aménagement de la propriété, il y aurait un réaménagement qui serait fait, là, puisque ce n'est pas les mêmes usages qu'il y avait dans le bâtiment auparavant. Donc, il y aurait un réaménagement des espaces extérieurs ainsi que des travaux là, à l'intérieur du bâtiment principal. Donc, plus spécifiquement, on retrouve, là, vous voyez en bleu royal là, sur la carte, le bâtiment principal, donc complètement à l'ouest. Donc, à gauche, là, si vous regardez l'écran, on va retrouver l'espace d'entreposage pour les carottes là, de forage. Également, à l'arrière, en bleu plus foncé, c'est l'espace pour les conteneurs pour entreposer là, divers équipements. Et finalement, à l'est là, du bâtiment principal, il y a un petit carré blanc. Et là, c'est un projet pour mettre un deuxième bâtiment accessoire en forme de dôme pour de l'entreposage là, de différents équipements là, de type VTT, motoneige, qui ont besoin là, pour aller faire leur campagne sur le terrain. Au niveau des éléments de non-conformité au règlement d'urbanisme, nous avons l'usage principal de services de laboratoire autre que médical, l'usage principal de services en géologie, l'usage complémentaire de carotèque, l'usage complémentaire de garage mécanique, c'est vraiment la réparation de leur propre flotte là, de véhicules et d'équipements. La présence projetée là, d'une centaine de conteneurs au lieu du maximum de 20, puisqu'ils ont besoin de conteneurs pour entreposer divers matériels et leurs carottes de forage. L'entreposage également de type D, soit pour des véhicules de plus de 450 kg, parce qu'ils ont des équipements lourds pour faire déplacer là, leurs trucs sur leur propriété aussi qui va sur les chantiers. Également l'entreposage de type E, en cours latéral pour l'emplacement des carottes de forage, l'absence d'une clôture opaque en bordure de l'aire d'entreposage extérieur et la présence de 2 bâtiments en forme de dôme. Donc, les autres normes du règlement sont respectées. Toute autre modification devra faire l'objet d'une demande de modification là, au PPC-MOIS s'il y a des éléments qui changent. Au niveau de la conformité au plan d'urbanisme, le terrain est situé à l'intérieur de l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur périphérique. Donc, c'est ce qu'on voit en jaune à l'écran. Et également, une partie se retrouve dans l'affectation rurale, secteur rural. C'est la partie qui est en rose à l'écran. Donc, au niveau de la conformité, les usages industriels artisanaux sont compatibles uniquement avec les usages résidentiels ou commerciaux quand on se retrouve dans l'affectation rurale, secteur rural. Donc, le projet n'était pas totalement conforme si on se retrouvait uniquement avec cette affectation-là. Par contre, la propriété se trouve également dans, comme j'expliquais tout à l'heure, dans l'affectation urbaine, secteur périphérique. Et là, les usages de type là, industriel sont compatibles avec cette activité-là, mais sont cependant limités à 2000 mètres carrés. Également, nous avons là un article au niveau de notre plan d'urbanisme qui prévoit que les zones délimitées dans notre règlement de zonage peuvent correspondre aux limites des aires d'affectation avec une marge de manœuvre de 100 mètres. Donc, ça fait en sorte qu'on peut considérer que notre projet maintenant est conforme au niveau du plan d'urbanisme puisqu'il était conforme là, à l'affectation rurale, secteur, l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur périphérique. Donc, on considère que le projet est conforme. Au niveau de l'analyse des critères, au niveau de la compatibilité avec le milieu d'insertion, il y a déjà plusieurs usages
commercial le long de la route 117. Donc, il y a déjà un certain volume, un certain trafic, donc ça s'intègre. Au niveau de l'intégration architecturale, il n'y a pas de modification majeure là, qui va être apparente de l'extérieur du bâtiment au niveau du bâtiment principal. Le terrain il est à l'entrée de la ville, donc vous allez voir tout à l'heure, on va avoir des conditions là, qui sont intégrées. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, l'espace d'entreposage va être dirigé plus vers la cour arrière et latérale, notamment au niveau des carottes de forage et des conteneurs. Et le projet initial ne prévoyait pas d'aménagement paysager extérieur. Et vous allez voir, on va avoir des exigences là, un petit peu plus loin à ce niveau-là. Au niveau de l'organisation du projet dans l'environnement, l'éclairage va être dirigé à l'intérieur des limites de terrain et il n'y aura pas de bruit non plus qui va être généré par les activités ni d'odeur en dehors là, des heures là, fonctionnelles de travail. Au niveau de l'organisation fonctionnelle sur le terrain, les accès actuels à la propriété sont conservés et la superficie du terrain est suffisante pour toutes les manœuvres là, avec les machineries et l'entreposage qui va être réalisé sur la propriété. Au niveau des composantes culturelles, ça ne s'applique pas. Au niveau du développement local et régional, bien, on facilite le regroupement des activités d'une entreprise locale qui est déjà établie pour qu'elle puisse poursuivre son développement. Et au niveau de la faisabilité du projet, bien, pour eux, là, avec le plan de réaménagement, c'est quelque chose qui est fonctionnel. Puis, ça va aussi leur aider au niveau de tout ce qui est les bureaux administratifs aussi de leur entreprise. Donc, à la suite de son analyse, le Conseil a adopté le premier projet de résolution pour autoriser le projet. Donc, ce qui est dérogatoire, c'est l'usage de services de laboratoire autres que médical, l'usage de services de géologie, l'usage complémentaire de carotèque, l'usage complémentaire de garage mécanique, l'installation de 100 conteneurs au lieu de 20, l'entreposage de matériaux de type D en cour arrière, l'entreposage de matériaux de type E en cour latérale et la mise en place d'un second bâtiment accessoire en forme de dôme. Par contre, le Conseil refusait l'élément qui était l'absence de clôture opaque en bordure de l'aire d'entreposage. Le Conseil a donc assujetti l'autorisation à diverses conditions, soit de respecter la superficie maximale de plancher du bâtiment principal à 2000 m² pour fin de conformité au plan d'urbanisme. La clôture qui prolonge la façade du bâtiment pourra conserver là, sa hauteur présentement qui est à 1,83 m. Cependant, celle-ci devra être opaque sur toute sa longueur. Également, un écran végétalisé composé d'arbres d'une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation devra être mis à tous les 3 mètres devant cette clôture-là pour créer un écran de verdure. Également, il va y avoir une bande de 20 mètres qui sera préservée, où il ne pourra pas y avoir de construction le long des lignes latérales et arrière du lot. Et on devra conserver le boisé qui se trouve à cet endroit-là. Également, toute la partie qui est située au sud-est du cours d'eau qui traverse le terrain devra être maintenue boisée et végétalisée tel qu'il est aujourd'hui. Également, les conteneurs ne devront pas être superposés les uns sur les autres et devront être installés à une distance de plus de 80 mètres de la ligne avant. Les conteneurs devront être peinturés d'une seule couleur, uniforme, et pourront là, être collés les uns sur les autres, mais comme je disais, pas superposés. Le dôme à construire doit être érigé en cour arrière et sa hauteur ne devra pas dépasser la hauteur du dôme qui est présentement présent sur la propriété. Et finalement, l'éclairage devrait être dirigé à l'intérieur du terrain parce que présentement, l'éclairage était assez fort là, dans ce secteur-là de la route 117. Donc, on va s'assurer que ça va respecter un petit peu plus le voisinage. Au niveau du calendrier d'adoption, le 10 février dernier, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution. Le 19 février, c'était l'avis public dans le journal local ainsi que la pose de l'affiche sur la propriété visée. Le 24 mars, aujourd'hui, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir ce soir l'adoption du second projet de résolution avec changement parce qu'on est venu fixer la hauteur de la clôture à 1,83 m. versus 2 mètres qui avait été mis dans le premier projet de résolution. Également, il y aura l'avis public pour les personnes habiles à voter le 2 avril, puisque le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
Si tout va bien, le 28 avril 2025 serait l'adoption de la résolution pour autoriser le projet et l'entrée en vigueur le 6 juin 2025. Alors, merci à Mme Banville. Donc, en lien avec cette assemblée de consultation pour ce PPC-moi, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça met fin aux assemblées de consultation publique. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve dans 30 secondes, 1 minute. On va couper, on revient avec la séance régulière, le temps de s'installer. Merci. Alors, rebonsoir. Bienvenue à cette séance régulière des membres de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens présents dans la salle, aux citoyens et citoyennes présents dans la salle, ainsi qu'à vous à la maison en ligne. Alors, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc suite aux assemblées de consultation publique, considérant qu'il n'y a pas eu de commentaires formulés, donc l'adoption des 2 projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Dans les affaires politiques, une résolution concernant une demande à la Commission de protection du territoire agricole pour un camp forestier. Ensuite, toujours dans les affaires politiques, une autorisation quant à un projet d'œuvre Anishinaabe sur le territoire du magasin, sur le terrain, du magasin général du Mulon. L'octroi de somme à la maison du Mulon dans le cadre de l'entente de développement culturel. Ensuite, dans les procédures administratives, une autorisation pour l'utilisation d'un stationnement sur le chemin Trémois. Et dans les avis de motion et projets de règlement, donc un règlement de zonage pour le secteur Noranda-Nord, un règlement d'emprunt pour une station de relève pour station de pompage et finalement agrandissement du centre communautaire de relais. Alors, avec cet ordre du jour modifié, un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Bon, l'approbation en 2 du procès-verbal de la séance régulière du 10 mars dernier avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Sébastien Côté. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En lien avec les suivis des dossiers politiques, rapidement, quelques points. Donc, je vais un retour sur l'annonce que j'ai faite en lien avec les élections 2025. Donc, vous n'êtes assurément pas sans savoir que j'ai annoncé jeudi dernier que je ne me représenterai pas aux élections municipales de 2025. C'est avec le sentiment du devoir accompli que j'ai pris cette décision. Et bon, je ne répéterai pas tout ce que vous avez déjà entendu. Il y a eu des reportages donc dans les médias. Mais je veux remercier une fois de plus, par contre, mes collègues conseillères, conseillers, pour leur confiance et pour leur travail exemplaire qui nous a permis d'avancer ensemble plusieurs dossiers dans les dernières années. Et bien sûr, un grand merci à toute l'administration. Merci aux citoyens aussi pour leur rapport à la démocratie municipale. Cependant, je ne suis pas partie encore là. Je suis encore là. Il nous reste encore 223 jours et 14 séances de conseil avant les élections du 2 novembre. Alors, soyez assurés qu'on va poursuivre le travail avec la même rigueur jusqu'à
jusqu'à la fin. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, en lien avec poursuivre le travail, j'irai en compagnie de notre maire suppléant, M. Sébastien Côté. Nous irons à Québec prochainement rencontrer le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, de la Mobilité durable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de demander que Rouyn-Noranda soit soutenu à sa juste valeur. On l'a dit à plusieurs reprises. Les enjeux de la qualité de l'air ont des répercussions quand même importantes et nous devons, au-delà de la relocalisation des citoyens de la zone tampon, revaloriser notre ville. Alors qu'on parle de verdissement, de transport actif, de réhabilitation du lac Ossisco, le gouvernement doit être présent. Il y a déjà des avancées, mais il y a encore des représentations à faire pour mousser davantage les aides à venir. Et on veut également réaffirmer certains enjeux de financement en tant que ville MRC. On le dit souvent, mais notre réalité de ville MRC est unique, pas mal, au Québec. Et on a fait vraiment il y a un travail qui a été fait pour vraiment mettre en lumière tous les éléments qui demeurent problématiques pour une ville MRC, que ce soit au niveau des programmes de subvention, des règlements, des lois, bref, souvent la ville MRC de Rouyn-Noranda, avec son grand territoire rural, et souvent ça fonctionne pas dans les cadres. Je vous donne juste un exemple, par exemple, où des programmes d'aide financière vont être là pour des municipalités, par exemple, de 20 000 et moins. Ben, si on a besoin de faire une demande d'aide financière, par exemple, pour le quartier de Montbrun dans ce programme-là, ben Montbrun n'est pas admissible parce que on est 43 000. Alors, ça vient défavoriser certains petits milieux parce que les programmes sont faits plus largement. Puis on est pas mal les seuls au Québec avec un grand territoire, comme je le disais, là, de 6 500 km² avec un grand territoire rural. Donc, on va aller revendiquer encore une fois les enjeux de financement de VMRC. Et on va vous tenir bien sûr au courant de ces rencontres qui auront lieu le 23 avril prochain. Pour notre centre aquatique, donc, le processus d'appel d'offres pour le centre aquatique à Nico Eagle est toujours en cours. Le mandat a suscité énormément d'intérêt avec beaucoup de questions posées par les entreprises intéressées. Alors, l'ouverture des soumissions se fera le 28 mars prochain, donc c'est bientôt, le 24, et nous dévoilerons les plans finaux par la suite. Alors, on est très fébrile. Alors, si tout va bien, la construction devrait débuter dès ce printemps dans le stationnement du cégep, là, en face de la piscine existante. Alors, donc, 28 mars, une date à retenir. Alors, ça fait le tour pour moi pour les suivis politiques, des dossiers politiques. On a reçu une demande d'un citoyen, je vais juste la lire, puis après, je laisse la parole aux citoyens présents qui souhaitent s'adresser au conseil. Donc, c'est M. Simon Taurine, c'est ça, qui a adressé une demande à la Ville. Je vous la lis. Donc, je souhaite soulever une problématique concernant l'Orodateur situé à proximité du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Plus d'une semaine après le changement d'heure, l'appareil n'avait toujours pas été mis à jour, ce qui a pu induire une erreur en erreur plusieurs automobilistes. Alors, pourquoi les questions posées par le citoyen, pourquoi l'Orodateur n'a-t-il pas été mis à jour en temps opportun après le changement d'heure? Et quelles mesures comptez-vous prendre pour les personnes qui auraient été injustement verbalisées en raison de cette erreur? Et pourquoi les agents responsables du contrôle ne procèdent-ils pas systématiquement à une vérification du bon fonctionnement des orodateurs pour éviter ce type de situation? Donc, merci à l'avance de votre réponse et pour les actions qui vont être mises en place. Alors, on est désolé des inconvénients vécus. Il y a un orodateur qui nécessite effectivement une manipulation manuelle. Puis, bon, il y a eu un oubli à ce niveau-là. Et par contre, cet orodateur-là va être remplacé là, par un orodateur intelligent ça va éviter cette problématique. Alors, les changements d'heure se feront automatiquement comme ça se fait sur vos cellulaires. Mais on invite vraiment les gens qui ont reçu un constat dans ce stationnement entre le 9 et le 16 mars 2025
si on reçu un constat en fonction de l'heure erronée, qui peuvent communiquer avec le service des infractions. Et on va vraiment prendre en compte leurs demandes. Là. On les invite à nous contacter. Alors, c'est le message que j'avais à vous faire. Maintenant, s'il y a des citoyens dans la salle qui souhaitent s'adresser au Conseil, bien, je vous invite à vous avancer, vous nommer et nous et dire au Conseil le but de votre présence. Alors, je m'appelle Francis Goulet, je suis résident du quartier Bellecombe. Je viens pour faire suite à ma dernière présence au Conseil le 10 février. J'étais supposé, de ce que j'ai pu comprendre, avoir un suivi sur l'évolution de la situation au Centre des loisirs. Je n'ai toujours, en date d'aujourd'hui, rien reçu à cet effet. Ça fait maintenant donc 6 semaines. Et je suis dans le conseil de quartier et la seule information que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, c'était que on passait de 25, la capacité de réservation du centre des loisirs de 25 à 100. Et c'est tout. En ayant parlé avec les employés de bureau du quartier, on m'a dit qu'il fallait honorer les réservations qui étaient déjà prises jusqu'à nouvel ordre. Et dans ces réservations-là, on a eu le tournoi de pêche qui a eu lieu, je me souviens plus exactement, je pense que c'est le 22 février, dans ces eaux-là. Et on a reçu 200 personnes pour souper, sans problème d'eau, au centre des loisirs. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec le centre des loisirs? Pourquoi la réservation est encore bloquée à 100 personnes? Et je vous rappelle que c'est important pour notre quartier qu'on ait une salle fonctionnelle à pleine capacité. Juste pour vous prouver mes dires, on a déjà perdu un événement d'une envergure de 350 personnes qui faisait générer 2500 $ environ de dons qu'on pouvait redistribuer dans la communauté. On a 2 autres événements qui s'en viennent qu'on n'est pas certain de pouvoir tenir parce qu'on ne pourrait pas réserver pour plus de 100 personnes. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suivi plus que ça, de mon côté. Et en même temps, je trouve ça dommage de voir qu'il y a une certaine, mes yeux, inaction au niveau de la ville pour régler cette situation-là dans les plus brefs délais, pour qu'on puisse continuer nos activités communautaires. Monsieur Goulet, merci de votre intervention. Mais je veux juste vous rassurer, il n'y a pas d'inaction. Au contraire, dans ce dossier-là, il y a beaucoup de travail qui est fait. Peut-être Monsieur Chevalier, le directeur général ou le conseiller de quartier va pouvoir renchérir. Mais ce que je comprends, c'est que vous avez eu quand même un suivi qui notait à ce moment-là l'augmentation possible. En fait, si j'avais pas été, excusez-moi, si j'avais pas été dans le conseil des quartiers, je n'aurais pas eu cette information-là. Peut-être qu'on a pensé, vous étiez au conseil des quartiers, mais je prends quand même la remarque, mais je vais laisser peut-être M. Chevalier. Bonsoir, M. Goulet, François Chevalier, directeur général de la ville de Rouyn-Noranda. Juste peut-être vous rappeler que vous avez reçu un courriel le 19 février dernier dans lequel justement on vous mentionnait qu'on passait à 100 personnes. Actuellement, le problème, puis on veut le régler une fois pour de bon, c'est qu'on a limité au moment où on se parle à 100 personnes, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de déterminer la réelle capacité du puits. Et c'est pour ça qu'on a commandé un hydrogéologue. Malheureusement, il n'y en a pas en région. Donc, la personne elle nous avait dit, quand vous avez reçu le courriel, devait être en région dans les 4 à 5 semaines suivant l'envoi du courriel. Donc, on est pas mal dans les temps. Là. J'ai discuté tantôt avec les responsables et puis ils vont faire un suivi à savoir quand on va avoir une date de confirmation pour cet hydrogéologue-là. Et pour la capacité de la salle également, physiquement, il faut valider que c'est un bâtiment public. Là, on parle de 350 jusqu'à 350 personnes qui ont été accueillies là. Ces bâtiments-là sont régis aussi par des règlements de bâtiments publics. Donc, il va falloir s'assurer également que est-ce qu'on peut réellement, là, pour les matières de sécurité, monter jusqu'à 300, 350 personnes. En date d'aujourd'hui, cette information-là n'est pas claire. Donc, faut travailler avec un architecte pour ça. Donc, comme Mme Dallaire disait tantôt, ces démarches-là sont en mouvement au moment où on se parle. Je suis désolé que une portion de l'information ne soit pas rendue à vous, là, mais soyez assurés là, qu'on a 142 bâtiments et on les fait tous rouler comme c'est là. Donc, il va y avoir un suivi qui va vous être fait d'ici la fin de la semaine avec, on l'espère, des dates de précision
quand ces choses-là peuvent être faites là. Parfait. Parce qu'on veut autant que vous, que le bâtiment, parce que c'est le but d'avoir nos bâtiments communautaires dans les quartiers. C'est vraiment pour mousser les rassemblements. Puis exactement, c'est le cœur du quartier, c'est nécessaire. Alors, on met tout en œuvre pour que ce soit corrigé, si c'est possible, le plus rapidement possible, là, mais il y a des étapes, malheureusement. Mais assurément, on vous revient d'ici la fin de la semaine avec des précisions, on l'espère avec des dates quand ce travail-là doit être fait. Là. Mais actuellement, c'est pour ça qu'à 100, on l'a barré à 100 en bon français parce que on n'est pas sûr. Tant mieux si ça monte à 150, 160, on va être bien heureux. Mais on joue peut-être un peu avec de la chance au moment où on se parle, là, si ça dépasse le 100. Là. Donc, mais vraiment, on va aller chercher l'expertise pour être en mesure de ne pas créer de la déception dans le futur non plus. Là. Donc, ça s'en vient. Ah, mais merci beaucoup. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Merci à vous, M. Goulet. Je voudrais quand même ajouter une chose. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des conditions qui pourraient emmener aussi l'architecte de dire, si on veut, mettons que c'est 100 encore, pour monter à 150, 200 ou 250, s'il y a des conditions particulières qui devraient être, j'espère qu'ils vont nous arriver, sûrement, qui pourraient être précisées en attendant de trouver une solution finale à ça. Ça peut faire partie de l'exercice. Là, je vais le demander, je vais le préciser avec le responsable des immeubles. Merci. Merci, M. Goulet. Est-ce que d'autres citoyens et citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, nous en sommes aux dérogations mineures et les demandes de PPC-moi. Oui, donc j'y vais avec la première demande de l'Hérault. Au 1250, chemin du Mont-Canasta, présenté par le Centre plein air Canasta Inc., un avis favorable du CCU relativement à l'installation de 170 enseignes commanditaires. Et j'en fais la proposition. Pas de commentaires dans la salle. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? La deuxième demande. Au 660, chemin Saint-Luc, présenté par Mme Nathalie Leblanc et M. Christian Lefebvre, un avis conditionnel favorable relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Cet item avait été reporté lors de la séance du 10 mars et on a ce qu'il faut maintenant pour prendre la décision d'un avis conditionnel favorable. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Alors, on poursuit. Le suivant, oui, pour le lot 5 460 874 au cadastre du Québec, Bellecombe, présenté par Mme Sandra Bisson et Sophie Bisson et M. Raymond Bisson, un avis favorable du CCU relativement à la superficie de l'abri forestier au Petit Lac Bellecombe. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est un avis favorable. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. Suivante, au 100 avenue Marcel Barry, présenté par 9206-3437 Québec Inc., un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Cet item avait été reporté après discussion avec le Conseil. On était défavorable parce que certains items du Code du bâtiment et du Code de sécurité n'étaient pas respectés. Les gens ont été rencontrés et on met un avis conditionnel favorable à ce que ces items-là du Code du bâtiment et du Code de sécurité soient respectés. Donc, un avis favorable conditionnel. Mais conditionnel à ce qu'on se conforme. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et je l'appuie. Alors, c'est adopté. Je suis rendue au projet des PPC-moi. Donc, la première, adoption de la résolution afin d'autoriser la présence de 3 logements à l'intérieur du bâtiment pour la propriété située au 469-473 de la rue Saint-Sauveur, soit le lot 2 808 798 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'on peut les faire en bloc? On va les faire en bloc, ouais, si vous permettez. Donc, la suivante, adoption de la résolution de PPC-moi afin d'ajouter 2 logements et l'aménagement de 2 cases de stationnement additionnelles pour l'immeuble du 750 de l'avenue La Rivière, soit le lot 2 809 590 au cadastre du Québec. Le suivant, c'est l'adoption de la résolution afin de construire un immeuble de 18 logements pour la propriété située au 2100 de la rue Saguenay, soit le lot 3 963 691 et le lot 4 657 345 au cadastre du Québec. Le suivant, l'adoption de la résolution afin d'ajouter 2 conteneurs en cour arrière
pour entreposer des matières dangereuses pour la propriété située au 2248 de l'avenue La-Rivière, soit le lot 6 335 872 au cadastre du Québec. Le second projet de résolution de PPC-moi, afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment existant en ajoutant 2 étages au-dessus du garage souterrain, afin d'y ajouter 2 logements au 365 de la rue Tachereau-S. Et un second projet de résolution avec modification de PPC-moi, afin d'exercer un usage de service de laboratoire, de carotèque et de garage mécanique au 2300 de l'avenue La-Rivière. Et j'en fais la proposition de ces adoptions de PPC-moi. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Merci. Donc, M. Chevalier aux Affaires générales. Oui, Mme Dallaire, cette semaine, la liste du personnel engagé, on parle de 13 personnes. Ça, 12, en fait, compte 12 occasionnels là, animateurs pour la semaine de relâche et puis une ressource là, également réserviste du côté des travaux publics. Au niveau des nominations, Mme Joanne Sylvestre, agente au service à la clientèle, à la vie active, culturelle et communautaire. Mme Sonia Vachon, préposée au contrôle du stationnement public. Est-ce que je poursuis avec les embauches? Oui. On me dit oui, parfait. Embauche, Mme Cynthia Melançon, agente de secrétariat 2 à l'aménagement du territoire. Mme Julie Sylvestre, technicienne de bureau aux infractions. Et M. Maxime Saint-Pierre, mécanicien B. Par la suite, signature du contrat de travail de Mme Joline Vallière et fin de l'emploi du salarié portant le numéro 03880. Alors, pour ces points de ressources humaines, J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie. Vas-y, je te laisse. merci beaucoup. Je l'appuie. Stéphane Girard. Les contrats maintenant. Nettoyage et inspection par caméra de conduite d'égout, CCTV à Can Inspect Incorporé au montant de 218 133,63 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Fourniture et épandage d'abat-poussière liquide 2025 à 675-9165 Canada Inc., ARM Entreprise, au montant de 308 876,89 $, taxes incluses. Prix unitaire de 44 sous. 0,7 $ le litre, étant la plus basse conforme. Travaux de traitement de surface à Groupe Cola Québec Incorporé au montant de 236 762,27 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Fourniture de peinture et microbilles et marquage ponctuel des chaussées 2025 à Ligne Fit Incorporé au montant de 99 597,09 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Finalement, travaux de scellement de fissures à Simota Incorporé au montant de 112 307,58 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Alors, pour ces octrois de contrat. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Merci. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Les ventes de terrain. Oui, réservation du lot 6 292 283 au cadastre du Québec, secteur des avenues de la Liberté et Sainte-Bernadette à les immeubles DCL Incorporés afin d'y construire des bâtiments résidentiels multifamiliaux de haute densité. Vente du lot 6 430 568 au cadastre du Québec, rue Jacques-Bibeau à Gestion Kubrick Incorporée à des fins de construction de bâtiments industriels de type condominium industriel. Finalement, réservation du lot 5 238 900 au cadastre du Québec, rue Mathieu, à Centre du camion Mabo Incorporé, à des fins de construction d'un bâtiment commercial de type vente de camions lourds. Pour ces ventes de terrain, un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Les autorisations de signature. Oui, autorisation de signature, entente d'acquisition d'actifs avec Hydro-Québec concernant l'alimentation électrique du 191 de l'avenue du Lac. Protocole d'entente concernant la réalisation de travaux municipaux, incluant le prolongement des réseaux municipaux dans le secteur de la rue de la Montagne, dans le quartier des Vins. Addenda numéro 1 de l'entente de location avec Air Canada pour l'agrandissement d'un espace extérieur. Bail hydrique auprès du MELCCFP pour l'accès public de la ville sur le domaine hydrique de l'État dans le quartier de Bellecombe, dans le rang de Sainte-Agnès. Entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH et Glencore.
Finalement, entente avec le MRNF pour la production de données et protocoles d'échange, de partage et d'utilisation de données ouvertes pour des orthophotographies. Ouf! D'accord, alors, proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup, M. Chevalier. Alors, pour les sujets des membres du Conseil, j'ai Mme Claudette Carignan. Oui. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes pour rendre hommage à un monsieur qui nous a quittés le 12 mars dernier. Il s'agit de M. Henri Colombino, qui était membre fondateur de la Mosaïque. C'était un visionnaire et un bâtisseur. Il a été un pont entre les cultures et un guide pour beaucoup de personnes. Son engagement inébranlable a défendu la dignité de chaque individu, affirmant avec force que la diversité est une richesse à célébrer. Il rejoint désormais Clotaire Molunda, Gustave Njikianda et Mme Yolette Lévy, qui étaient parmi ceux qui ont fondé la Mosaïque à l'automne 1990. Fervent défenseur de la justice et de l'inclusion, il a œuvré sans relâche pour faire reculer les préjugés et bâtir une société plus équitable. Son regard avant-gardiste sur l'interculturalisme au Québec lui a permis d'anticiper les changements nécessaires et d'agir avec conviction pour un avenir fondé sur le respect et la solidarité. À toute sa famille, à ses amis, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et à tous ses amis également. Merci, Mme Carignan. Monsieur Beaulieu. Dans la même veine, malheureusement, il y a quelqu'un tout récemment qui nous a quittés en personne de Marie-Claire Diquet sur le conseil de quartier. J'ai pu la côtoyer quelques fois, le conseil de quartier des vins. Elle mentionne 34 heures de bénévolat à la bibliothèque des vins, impliquée à la fabrique, secrétaire de l'âge d'or, organisatrice hors pair. Et ça a été une mère d'une grande famille, un pilier pour son milieu depuis toujours, complice de son mari, Paul-Arthur Diquet. Une femme exceptionnelle pour tous ceux et celles qui l'ont côtoyée. Et elle mentionne qu'on ne pouvait pas dire non à Marie-Claire parce qu'elle était toujours là pour aider, et ce jusqu'à la fin. Il n'y a pas si longtemps, le dernier conseil de quartier, elle y était toujours. Donc, un décès soudain et bien regrettable. Donc, salutations, évidemment, puis remerciements pour toute cette vie riche et évidemment, nos sympathies à la famille. Oui, une dame très, très, très impliquée dans son milieu. Alors oui, le Conseil se joint à vous pour offrir ses sincères condoléances à la famille. Sur un autre volet, peut-être plus joyeux ou pas triste aussi. Triste un peu, triste mais quand même. mais on ne parle pas de décès, mais on ne parle pas de décès. On pense que c'est une nouvelle vie pour cette personne-là, probablement. Alors oui, le Conseil veut féliciter Camille, je pense que c'est une académicienne. En tout cas, Camille Cormier-Moras, qui a eu un beau parcours à Star Academy. Malheureusement, elle a été éliminée hier soir. Nous souhaitons souligner notre fierté d'avoir une artiste de chez nous qui s'est rendue aussi loin dans cette aventure. Alors bravo Camille et bonne chance dans la poursuite de ton choix de carrière. Oui, voilà. Elle a vraiment donné une performance incroyable. Alors, mais bon, la décision est tombée et bonne chance, oui, pour la suite des choses. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la correspondance, on a reçu plusieurs demandes d'autorisation d'événements. Monsieur Côté. Donc, comme vous dites, j'en ai plusieurs. Je ferai peut-être l'adoption en bloc. Oui, adoption en bloc, d'accord. Donc, à 8.1.1 pour la saison de prêt de vélo et location d'embarcation par Récréo Ossisco du 19 mai au 2 septembre 2025. 8.1.2, la marche du docteur Achille Junot pour l'Alzheimer le 25 mai de 8h à 17h à la place de la citoyenneté. 8.1.3, le tournoi de balles données mix du 6 au 8 juin à Évin. 8.1.4, Beauce Carnaval 2025, l'utilisation de la place Edmund Horn du 23 au 29 juin. Et pour terminer, le 8.1.5, le mariage de Mme Vanessa Breton du 15 au 17 août 2025 au terrain de balle de Bellecombe. J'en fais la proposition. Pas pour le mariage, là, mais pour le... Et je l'appuie. Et je l'appuie.
Est-ce qu'on a Ça eu un t'a appuyeur? tenté, hein? Ben oui, je pense que... Oui, je le veux. C'est pas une proposition, ben oui, je le veux. Je l'appuie. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Côté. Au niveau des affaires politiques, M. Beaulieu, pour la Commission de protection du territoire agricole. Oui, alors, quelques demandes. Premièrement, Jérémy Bloch-Gagnard pour l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur l'avenue de l'Église pour construire une résidence dans le quartier des Vins. Donc, c'est évidemment une rue qui est très peuplée. En fait, il n'y avait pas de contrainte principale qui nuisait à l'agriculture à accepter cette demande-là. Donc, ça serait d'aller de l'avant avec la demande qui était faite. La deuxième, j'irai en bloc aussi, demande de Vidéotron pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture aussi pour implanter une tour de télécommunication. Donc, plusieurs savent qu'en se déplaçant de Rouyn-Noranda vers l'Abitibi-Ouest, il y a souvent une coupure, le signal est beaucoup moins bon. Donc, on est vraiment dans ce dossier-là pour l'idée d'implanter des tours. Donc, c'est ce que Vidéotron propose de faire dans cet endroit-là, qui est donc jugé, qui a eu jugé le meilleur. Pour ce qui est de la CPTAQ, du Comité consultatif agricole, on a jugé qu'il n'y avait pas de problème au niveau agricole à acquiescer à cette demande-là. Et pour ce qui est de la troisième, donc demande de Mme Sandra Bisson pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture dans le quartier de Bellecombe pour implanter un camp forestier. Donc, il y avait encore là, en fait, de l'avis des membres du Comité consultatif agricole, une idée d'aller de l'avant avec ça pour les différents éléments qui ont été vus en lien avec ça. Donc, c'était un dossier qui avait déjà suivi d'autres éléments dans le passé. Donc, on irait de l'avant aussi avec ça. Alors voilà, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Merci, M. Beaulieu. On a aussi une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au passage à niveau municipaux. Donc, de déposer une demande pour le volet 3 pour la réfection du passage à niveau Boulevard-Témiscamingue. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 9.3, quelques autorisations de signature, donc on les prendra en bloc. Dans un premier temps, autorisation de signature pour la Convention d'aide financière pour la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, les PRMHH. La signature de convention d'aide financière aussi avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie concernant le projet de décontamination de mise en valeur du lac Ossisco. La signature pour une subvention de montant de 7 000 $ pour l'ajout d'équipements sportifs au terrain municipal Saint-Luc dans le cadre du programme de soutien financier l'UNIC 24-25. Et aussi une signature pour une demande d'aide financière pour l'aide financière aux organismes de transport collectif en cours des exercices financiers 24, 25, 26, 28, 29. Excusez-moi, j'ai bafouillé, là, mais je pense que je suis arrivé. OK. Alors, un proposeur pour tout ça? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Monsieur Dallaire pour 9.4. Oui, on a besoin de nommer quelqu'un pour le projet du lac Ossisco. Le projet du lac Ossisco en 2025 aura beaucoup d'impact. On va voir, il y a déjà beaucoup de monde qui sont impliqués là-dedans. Il y a le collectif Territoire, il y a l'UQAT, le Cégep, l'OBVT, Tourisme Rouyn-Noranda, le CLD et énormément de directions de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, ce soir, je voudrais proposer Mme Selma Etayeb, coordonnatrice des laboratoires de biotechnologie et écologie appliquée au Centre de technologie des résidus industriels, CTRI, qu'elle soit désignée à titre de membre du comité du projet du lac Ossisco. Je le propose. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, M. Dallaire. On a à 9.5 une résolution pour la contribution financière au secrétariat aux alliances économiques Nations CRI Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est annuellement qu'il y a une contribution. On parle de 30 000 $, donc un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci.
Besoin aussi d'une autorisation quant au projet d'œuvre Anishinaabe sur le terrain du magasin général du Milon. Alors, une belle œuvre qui sera exposée dans les prochaines semaines. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Et finalement, l'octroi d'un montant de 13 895 $ à la Corporation de la Maison du Milon pour les projets 2025 dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Tousignan, en 10, les procédures administratives. Donc, un emprunt au fonds de roulement pour le centre Dave Keon, réfection du condenseur du système de réfrigération pour 26 400 $. Ensuite, dans les opérations comptables, les sous pour le rechargement de gravier pour chemin Héroux et baie de l'Île dans le quartier de Montbéliard. On parle d'un montant de 300 000 $. Ensuite, financement d'équipements de jet d'eau à haute pression pour l'entretien de route au montant de 40 000 $. La reddition de compte annuelle qu'on doit déposer au programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2024 dans le volet entretien des routes locales niveau 1 et 2 du ministère des Transports. Ensuite, également, résolution qui modifie le règlement d'emprunt 2023-1234 afin de réduire l'emprunt et la dépense d'un montant de 5 729 670. C'est des travaux de voirie qui ont été effectués en 2023-2024 et pour lesquels le montant initial budgété était de 10 millions. Par contre, bonne nouvelle, pour réaliser l'ensemble des travaux, ça a coûté environ 50 % des coûts estimés. Donc, on vient éliminer là, cet élément-là puisque ça a coûté moins cher dans le règlement d'emprunt. Autorisation ensuite de dépenses pour M. Sébastien Côté pour la rencontre de divers ministères à Québec, là, ce dont Mme Dallaire a parlé en début de rencontre. Donc, il s'agirait d'obtenir des résolutions pour l'ensemble de ces points, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Daniel Camden. Ensuite, dépôt d'un procès-verbal de correction. Aucune résolution n'est requise. Par contre, la loi permet à la greffière, quand on constate une coquille là, dans le document, de venir corriger. Donc, il s'agissait d'une note de bas de page qui n'avait pas été corrigée comme le tableau avait été modifié. Donc, on vient ajouter cette modification-là et on doit le déposer en séance publique. Également, annuellement, avant le 31 mars de chaque année, on doit déposer la liste des remboursements effectués pour l'année précédente dans le cadre de la politique de remboursement des dépenses de recherche et de soutien pour les conseillers municipaux. Donc, c'est déposé pour environ 15 000 $ qui ont été dépensés sur un budget potentiel total de 30 000 $. Donc, il s'agit de dépôts pour ces deux éléments-là. Et finalement, une résolution qui serait requise pour l'utilisation du stationnement sur le chemin Trémois pour les besoins là, du centre intégré de santé et services sociaux. Donc, un proposeur pour le prêt de stationnement? Avec plaisir, Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Nous en sommes aux recommandations des conseils des quartiers. Monsieur Laplante. Oui, merci, Madame la mairesse. J'aurais une répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le quartier 2025, un montant de 7 000 $ au Club de l'Âge d'Or Les Bons Vivants. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Donc, on alterne, Monsieur Beaulieu. Je m'attends à un appui. Monsieur Laplante va vous appuyer. C'est ça. Donc, même chose au niveau des dons et subventions pour ce qui est du Conseil des quartiers des vins. Alors, le club de ski de fond des vins avec 1 920 $ et le comité des loisirs des vins avec 8 000 $, ce qui fait en sorte que pour le reste de l'année, il resterait un petit résiduel pour différents projets à faire. Alors donc, j'en fais la proposition. Pierre? Je l'appuie. D'accord, merci, M. Girard. Et je reviens, M. Laplante. Pour le conseil de quartier de Cadillac, j'aurai une répartition de l'enveloppe qui va comme suit. À Corpo de développement économique, 2650. 2650 pour l'équipement, fonctionnement équipement et 3000 pour la piste ski de fond, aide alimentaire Cadillac. Et pour le campus jeunesse, 1 000 $ et l'association récréative, 2711,50 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Merci beaucoup. Répartition de l'enveloppe de dons et subventions du quartier de Montbrun pour 2025.
L'œuvre des terrains de jeu, 2 000 Socle des fermières, 1 600 Comité de développement, 5 000 Club de l'âge d'or de Montbrun, 1 200 et la fabrique à légumes, 500 On a aussi une nomination suite au départ de Madame Monette Pilote, qui nous quitte malheureusement pour venir s'établir au centre-ville. Je la remercie de ses nombreuses années de bénévolat avec nous, puis avec d'autres OBNL, d'autres comités qu'il y a à Montbrun. C'est un couple très impliqué, elle et son mari, M. Victorien. Ils vont nous manquer à Montbrun, oui. C'est bien certain. Donc, on a une nomination ce soir pour la remplacer. C'est Mme Suzanne Petit qui la remplacera à pied levé. Donc, je les remercie tous les deux et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et oui, merci à Mme Pilote pour toutes ces années d'engagement. En 12, l'approbation des comptes qui totalise ce soir un montant de 6 460 076 et 81 sous. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Donc là, on a, Mme Lagraffière, les avis de motion. Oui, donc en 13.1, un règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 concernant les unités d'habitation accessoires isolées afin d'autoriser celles-ci dans les périmètres urbains. Donc, on vient ajouter une définition du terme unité d'habitation accessoire isolée et on viendra les permettre là, dans les périmètres urbains à certaines conditions. Il s'agit d'une suite là, d'un premier projet de règlement qui avait été abordé en 2024. Par contre, le Conseil avait souhaité revoir la façon dont ces demandes-là seraient traitées. Donc, le nouveau projet de règlement qui est déposé. Ensuite, règlement qui modifie le règlement 2022-12-27 sur l'approvisionnement et la gestion contractuelle de la ville pour modifier le seuil d'appel d'offres public. En fait, le règlement référait à un seuil. Ce seuil-là est modifié annuellement. Donc, on vient juste ajuster le vocabulaire pour tenir compte des ajustements annuels qui sont appliqués. Et suite au projet de loi 57 là, qui a été adopté en 2024, on vient aussi apporter certaines modifications qui étaient nécessaires à la suite de l'adoption du projet de loi. Ensuite, un règlement d'emprunt qui va modifier le règlement d'emprunt 2020-11-13 pour réduire l'emprunt et la dépense d'un montant de 22 444 Ça concernait le remplacement de certains véhicules légers. Il y en a un qui ne sera pas nécessaire de remplacer avec ce règlement-là, donc on vient l'enlever complètement du règlement. Ensuite, règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt 2021-1155 pour réduire l'emprunt et la dépense de 14 616 060. Les travaux qui étaient initialement prévus à l'aéroport, on parlait de l'extension du tarmac. En fait, l'allongement du tarmac initialement, donc on vient, suite au programme là, ITAR, on n'avait pas été en mesure en raison des délais de réaliser l'ensemble des travaux. Donc, on vient annoncer les travaux qui ont déjà été faits. On vient corriger, en fait, ajuster le règlement pour tenir compte des travaux réellement réalisés. Donc, extension du tarmac, réfection extérieure de bâtiments, préparation de terrain pour un montant d'1 275 000 Ensuite, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour créer la zone 31-84, à même une partie des zones 30-48 et 30-50 qui seront réduites dans le secteur de randonneur dans le prolongement de la rue David et créer la grille des spécifications de la zone 31-84 pour y autoriser les mêmes usages que la zone 30-50, à l'exception des autres usages. Ensuite, un règlement d'emprunt décrétant l'achat de pompes de relèvement des eaux usées et équipements pour la station de pompage Rouyn-Noranda pour un montant de 307 000 remboursable par les propriétaires d'immeubles desservis par le service municipal d'assainissement des eaux usées. Et finalement, un règlement d'emprunt pour l'agrandissement du centre communautaire du quartier de Relais pour 912 000 à l'ensemble des contribuables. Alors, qui fait l'avis de motion? J'en fais la motion, Cédric Laplante. Merci. Et l'adoption du règlement. Et il s'agit des mêmes règlements qui viennent d'être énoncés, donc avec dispense de lecture, proposition de l'adoption de chacun des projets de règlement. Vous en faites la proposition, M. Laplante? Oui, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Donc, la période de questions est louée aux journalistes. Je suppose qu'on se voit par la suite. Donc, avant de lever la séance, merci à vous qui êtes présents à la salle du Conseil et ceux qui êtes à la maison et qui nous suivez à distance. Alors, pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Donc, c'est adopté. On lève la séance. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.